Bonsoir, on laisse encore entrer quelques personnes. Ça ne sera pas bien long. Bienvenue à tous. Alors, je pense qu'on peut commencer, on est déjà beaucoup. Donc, bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle sur le racisme systémique et l'éducation. Je m'appelle Juliane Choquette-Lelarge et je suis adjointe aux campagnes ici chez Amnesty International et c'est moi qui vais animer la conférence aujourd'hui. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Dans un premier temps, on tient à reconnaître que nos bureaux sont situés dans un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sont virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Donc, je sais qu'on compte parmi nous des participants de partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Si jamais vous n'êtes pas trop certain ou certaine sur quel territoire vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie Native Land que ma collègue Anna va partager dans le chat. C'est un outil qui est assez intéressant. Donc, cette conférence virtuelle, c'est la 8e d'une série mensuelle portant sur divers enjeux reliés au racisme systémique. Depuis octobre 2020, nous nous entretenons avec des experts et des militants contre le racisme et nous explorons les différentes manières dont le racisme systémique se manifeste dans notre société. Donc, je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques. Est-ce que... Parfait, on a la diapo. Donc, voilà, quelques petits détails techniques. Anna, est-ce que tu peux nous mettre la slide? Excusez-moi pour l'anglicisme. Bon, je vais pouvoir y aller de toute façon à voix haute. Donc en termes de petits détails techniques, est-ce que je les ai? Non. Excusez-nous. Je le partage, tu ne la vois pas? Non, je ne la vois pas malheureusement. Est-ce que d'autres personnes la voient? Est-ce que tu la vois, Zaïda? Oui. Derrière ma soirée? Ouais. Pour les détails techniques? Oui, tout le monde la voit, sauf toi, je pense. Ah là, ça va pas bien. Okay. Je vais m'installer autrement. Sinon... Il faut passer la diapositive. OK. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Ou c'est moi qui ne l'ai pas? Ah, parfait. OK, c'est bon, là, je l'ai. Donc, votre micro est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Cela dit, vous pouvez converser avec nous et les panélistes par le chat. Pour ce qui est des questions et des réponses, il y aura une section questions-réponses à la fin. On vous demande de les inscrire précisément dans la section Q&A dans le bas de votre écran et non pas dans le chat. C'est important pour qu'on puisse bien les distinguer. Voilà. Parfait. Et puis, bon, si jamais vous tweetez, évidemment, il y a un lien qui est disponible pour regrouper tous les tweets en question. Donc, je vais revenir ici. Donc, la conférence d'aujourd'hui, elle a pour thème racisme systémique et éducation. Notre objectif, c'est surtout de comprendre les liens qui se nouent entre le racisme systémique et l'éducation, c'est-à-dire la manière dont le système éducatif peut renforcer ou au contraire lutter contre le racisme systémique. Que ce soit par la mise en place d'un meilleur accès à l'éducation ou par des changements apportés au cursus ou aux apprentissages, plusieurs voies existent pour faire de l'éducation un vecteur de changement social. C'est à ces possibilités et à ces initiatives que nous allons nous intéresser ce soir avec nos deux panélistes, Ismaël Seck et Vivek Venkatesh. Donc, bonjour à vous deux. Merci de vous joindre à nous. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps,
On va pouvoir parler avec Vivek. Donc, je vais vous présenter et vous allez tous les deux donc avoir l'occasion de nous expliciter un peu qu'est-ce que vous faites, de nous parler un peu de votre perspective sur les initiatives qui existent en termes d'éducation antiraciste. Et donc, on aura un peu plus tard l'occasion d'échanger. Donc, si je vous présente, donc Vivek, dans un premier temps, Vivek Venkatesh est cinéaste, musicien, conservateur et scientifique de l'apprentissage appliqué. Il mène des projets de recherche et de création à l'intersection de la pédagogie publique et de la littérature numérique critique. Il est co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, directeur du projet Someone et directeur du Centre d'études sur l'apprentissage et la performance. Il est aussi professeur titulaire de pratique inclusive en arts visuels à l'Université Concordia à Montréal. Donc, dans un premier temps, Vivek, si vous le voulez bien, on serait curieux de vous entendre un petit peu sur vos activités, vos expériences et vos perspectives sur les liens qui se nouent entre l'éducation et une démarche antiraciste. Merci, Juliane. Merci pour cette introduction. Merci pour l'invitation. Un plaisir et un honneur de participer à cette table ronde, à ce panel. Mais je pense que la meilleure chose pour moi de faire pour présenter les travaux de notre équipe, c'est justement de parler de Project Someone. Someone, c'est une abréviation pour Social Media Education Everyday, l'éducation pour les médias sociaux au quotidien. Alors, dans le cadre de Project Someone, nous œuvrons pour sensibiliser et justement pour créer des espaces pour avoir des dialogues pluralistes. Alors, je vais revenir et je vais insister sur le pluralisme et même une forme d'agonisme qui promouvoit le pluralisme, qui encadre les travaux de Project Someone. Alors, on crée des espaces de dialogue pluralistes pour lutter contre la discrimination et la cyber-haine. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? J'ai cofondé Project Someone en 2014 avec plusieurs collègues. Et on a reçu plusieurs subventions, plusieurs financements de la part du gouvernement du Canada, de l'Université Concordia, qui nous a beaucoup aidé dans les démarches, la démarche initiale, et aussi maintenant avec les fonds de recherche du Québec. Alors, Project Someone s'est inscrit dans la programmation de recherche-création et les actions communautaires qu'on mène et où on collabore aussi avec les partenaires. Ce que je peux vous décrire, peut-être, c'est de parler des initiatives distinctes qui ont réussi à éclairer un peu plus la façon dont on incarne ce pluralisme. Alors, je peux parler peut-être en 2018, on a été invité pour un festival en Norvège, dans l'ouest de Norvège, un festival qui s'appelle le Festspillene à Bergen. Et on a travaillé avec à peu près 40 enseignants, des artistes, des jeunes norvégiens pour créer des récits médiatiques. Et ces récits décrivaient les histoires contextualisées au sujet du racisme et la discrimination que ces jeunes ont vécu et ils voulaient en créer et magnifier ça par des narratives médiatiques. Alors, on a travaillé avec eux dans le cadre d'un atelier pendant 2 jours, je dirais, et puis les médias ont ensuite été présentés à plus de 5000 membres du public à ce festival. Alors, la façon dont on travaille, c'est vraiment dans une co-création, créer des prototypes, mais aussi provoquer des réactions de la part du public. Ce projet dont je vous ai décrit, ça s'inscrit dans le cadre d'un groupe de musique et multimédia que j'ai cofondé qui s'appelle Landscape of Hate ou Paysage de la haine. En 2018 et 2019, on a aussi été financé par le gouvernement du Canada pour collaborer avec des organisations communautaires au Liban. Et au Liban, on a travaillé avec plus de 300 membres des ONG, des membres d'universités, des écoles publiques et privées, des fondations médiatiques, ainsi que des groupes de défense des droits de l'homme. Et le but là, c'était d'adapter, de co-créer et mettre en œuvre un programme de littératie numérique, disons d'alphabétisation numérique, qui permettait aux populations marginalisées, telles que les jeunes réfugiés,
ou même des personnes qui travaillaient dans la périphérie des communautés autour du Beyrouth. Ça les permettait à construire des relations prosociales et positives. Et ça nous a aidé beaucoup à apprendre des expériences des personnes sur le terrain. En 2019, on a travaillé avec l'aide d'un financement de la Commission canadienne pour l'UNESCO pour co-créer des interventions à base de documentaires. Et ça a mené à la création d'une trousse à outils qui s'appelle Profilage. On voulait créer cette trousse justement pour ouvrir une discussion sur ce phénomène et pour aussi promouvoir des dialogues pluralistes avec des communautés autochtones du Lac-Simon et les groupes minoritaires de Montréal-Nord. Alors, ce travail continue très étroitement avec des écoles ou des collèges qui enseignent des techniques policières, ainsi que les collaborations qu'on a avec des services de police dans plusieurs villes. Finalement, peut-être, je vais aussi décrire, en 2020, on a lancé notre premier cours en ligne ouvert et massif, ce qu'on appelle un CLUM ou un MOOC en anglais. Ce cours s'appelle De la haine à l'espoir. C'est un cours trilingue qui est offert en anglais, français et arabe. Alors, en pleine pandémie, on a réussi à faire notre début avec ce cours, avec plus de 500 participants, si je ne me trompe pas, de plus de 55 pays. Et juste pour vous dire, disons, c'est une nouvelle assez récente, mais on va donner la deuxième instance de ce cours en novembre. Alors, les inscriptions sont ouvertes maintenant sur notre site projectsomeone.ca. Et peut-être juste finalement pour vous parler d'un projet qui s'appelle Paysage de l'espoir. Disons, c'est le corollaire de Landscape of Hate ou Paysage de la haine. Paysage de l'espoir ou Landscape of Hope, ça explore les limites de l'inclusion des communautés marginalisées. Et ici, on travaille avec des jeunes présentement à Saint-Michel et aussi à Chicoutimi pour créer des espaces artistiques qui sont assez exclusifs à ces communautés pour leur permettre de projeter leur récit assez unique. Paysage de l'espoir a été créé en 2018 et on a travaillé déjà avec plus de 350 personnes au Canada, en Islande et en Norvège. Mais le problème pour nous, c'était de trouver un financement durable pour plusieurs années pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut soutenir le développement du leadership des jeunes pour qu'ils puissent créer leur propre protocole pour ces ateliers, pour qu'ils décident eux-mêmes comment est-ce qu'ils veulent créer des installations, soit artistiques, par le biais des multimédias ou même par le biais des arts et des cultures vivants dans leur propre communauté. Et grâce à une subvention qu'on a reçue de la part du Fonds de recherche du Québec, on réussit à travailler maintenant à Montréal et aussi à Chicoutimi. Je vais arrêter là et justement pour dire que si on commence notre discussion, j'aimerais bien qu'on parle de créer des espaces sécuritaires dans les salles de classe pour qu'on puisse avoir des discussions, même houleux parfois, mais avec la dignité et la civilité. C'est ça qui nous manque un peu dans la façon dont on forme nos professeurs, mais aussi dans la façon dont nous, on discutons nous-mêmes des débats et des sujets assez tendus dans le quotidien. Merci. Merci beaucoup à vous. En fait, ça fait un pont assez intéressant avec notre deuxième intervenant, Ismaël Seck, qui est lui-même justement enseignant. Donc, il va peut-être pouvoir nous parler un peu justement de son expérience d'enseignant. Donc, si je dois le présenter, Ismaël Seck, enseignant en adaptation scolaire à l'école secondaire publique Lucien Pagé et passionné d'engagement social. Ismaël Seck s'est impliqué dans différentes causes pour valoriser l'importance de l'éducation, de la justice sociale et de la solidarité. Durant la pandémie, il a co-coordonné un projet de collecte de près de 200 ordinateurs pour les élèves vulnérables de son école, issus des quartiers Villeray et Parc Extension.
Pour ce jeune enseignant, la réussite éducative de ses élèves est indissociable de la justice sociale et de la lutte aux inégalités. C'est dans cette perspective qu'il participe aussi à un comité syndical qui vise à développer des réflexions et des outils pédagogiques adaptés aux réalités des personnes autochtones et des personnes racisées. Donc, bonjour Ismaël. Bonjour. La parole est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à Vivek aussi pour sa présentation qui était fort intéressante. Et merci de m'avoir introduit d'une certaine manière avec ta dernière question qui est fort intéressante. Moi, en ce qui me concerne, en fait, j'avais envie de partager humblement un peu qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui se fait aussi dans mon milieu pour promouvoir une culture de l'égalité et aussi pour lutter contre les discriminations et les préjugés à caractère raciste. Évidemment, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas exhaustif, en fait, c'est tout simplement ce que j'avais envie de vous partager un peu ce soir que je fais dans mon milieu et d'autres pratiques aussi intéressantes que je vois autour de moi. Et c'est très ancré aussi dans la réalité du travail qu'on fait au quotidien. Et avant de commencer, en fait, j'avais envie de vous présenter une petite définition sur le racisme systémique. Je sais qu'on parle beaucoup de définitions ces derniers temps. J'avais envie de vous en présenter une pour commencer, parce que je trouve que c'est un bon préambule pour ce que j'ai envie de vous présenter. En fait, c'est la définition du racisme systémique de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ça avait été présenté dans un mémoire à la consultation publique de Montréal sur le racisme systémique dans les champs de compétences de la ville de Montréal. Et le racisme systémique, en fait, selon cette définition, serait la somme d'effets d'exclusion disproportionnée qui résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes visés par l'interdiction de la discrimination. Pour moi, il y a quelques mots-clés là-dedans. D'une part, on parle d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients. Il y a une bonne partie de mon travail au quotidien qui concerne ça aussi en éducation, lutter contre ces préjugés et ces stéréotypes, parfois conscients, parfois inconscients, et aussi de travailler au niveau des politiques et des pratiques pour les faire évoluer. Alors, ma présentation va un peu couvrir ces deux volets-là. Et pour ma part, j'ai identifié à peu près 3 axes pour vous parler en fait de ce que je fais au quotidien et de ce que je vois dans mon entourage aussi chez d'autres enseignants. En fait, le premier axe, ce serait comment lutter contre les préjugés et les stéréotypes chez les élèves et aussi parfois chez certains membres du personnel, parce que ça aussi, ça arrive. 2, apprendre à questionner en permanence ses choix pédagogiques, le jugement professionnel qui est au cœur du travail des enseignants. Et troisièmement, comment collaborer avec d'autres enseignants-enseignantes pour développer une culture de l'égalité. Alors, premièrement, pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes à caractère raciste, contre le racisme systémique, mais aussi dans une perspective individuelle, il y a énormément de possibilités à même le programme de formation de l'École québécoise. Par exemple, je vais vraiment y aller par matière pour commencer. En français, les enseignants et les enseignantes, surtout les enseignantes, ont beaucoup d'autonomie en fait pour choisir le matériel pédagogique, notamment les livres. Et pour ma part, moi en français, dans les 2 dernières années, j'ai fait lire à mes élèves un livre qui s'appelle Le rêve de Sam, qui est un livre qui parle de Sam, en fait, un jeune Afro-Américain qui est un personnage fictif, mais qui est en fait le neveu de Rosa Parks. Alors, à travers son histoire, on découvre l'histoire du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Évidemment, on peut pas passer sous silence la fameuse question du N-word quand tu utilises un livre comme celui-là. Mais ça permet vraiment, l'utilisation d'un livre comme ça permet vraiment de faire le lien entre le passé et le présent aussi, parce qu'au moment où j'enseignais ce livre-là, il y avait Black Lives Matter qui était aussi dans les médias. Alors, ça rendait vraiment le livre encore plus pertinent, en fait, parce sans le mouvement des droits civiques dans les années 1960-1970, Black Lives Matter ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Alors, c'était intéressant de faire ces liens-là.
Et en écriture aussi, ça c'était pour la lecture, mais en écriture, on peut amener des questions éthiques aussi aux élèves. Par exemple, pensez-vous que les moyens de contestation non violents, en fait, est-ce que vous pensez que la non-violence est un moyen efficace pour gagner des droits? Alors, c'est des questions très d'actualité aussi. Ça permet de travailler l'esprit critique des élèves, travailler le jugement, voir que c'est souvent ni blanc ni noir aussi, qu'il y a plusieurs postures possibles et qu'il y a plusieurs postures qui ont été adoptées autant par le passé que dans le présent aussi. Je pense que plus on est capable de faire des liens entre le passé et le présent, plus les élèves s'intéressent au contenu qu'on a enseigné, notamment au cours d'histoire. On parle beaucoup d'enseignement d'histoire aussi. Je pense que c'est un rôle très important à jouer pour lutter contre le racisme, contre toutes les discriminations, en fait. Et en secondaire 2, moi, j'enseigne en secondaire 2, en adaptation scolaire. On a un programme d'histoire, à mon avis, qui est très intéressant parce qu'on part de la Renaissance et on s'en va jusqu'environ aux années 1960-70, mouvement des droits civiques, la décolonisation des États africains suite à la Deuxième Guerre mondiale, les États africains qui revendiquent leur indépendance, les mouvements féministes aussi, le droit des femmes, etc., la revendication du droit de vote. Il y a énormément de contenu à couvrir qui nous permet d'aborder énormément de thèmes. Et je pense que toutes ces possibilités-là, en fait, toutes les possibilités que nous offre le programme nous permettent vraiment de sensibiliser les élèves à l'enjeu, en fait, du racisme systémique. Par exemple, dans le cours de secondaire 2, on aborde les thèmes de la colonisation, de l'industrialisation et de la décolonisation aussi. Alors, très concrètement, ça amène les élèves à se questionner sur, par exemple, pourquoi certains pays aujourd'hui sont riches et pourquoi certains pays sont pauvres. Pourquoi les pays du Nord, désolé, sont plus riches, plus fortunés, et pourquoi les pays du Sud, exportateurs de matières premières, sont plus pauvres. Toutes ces questions-là, en fait, permettent de se questionner sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui et permettent de comprendre que les inégalités, comme on les connaît aujourd'hui, ne sont pas le fruit du hasard, mais sont fruits, en fait, d'une histoire et de différents événements historiques qui ont construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, c'est particulièrement important. Et moi, c'est une des choses qui me fascine avec ce programme-là, c'est de voir vraiment parfois les lumières qui s'ouvrent dans les yeux de mes élèves, parce que j'ai des élèves qui viennent de tous les pays du monde dans ma classe, de l'Asie du Sud-Est, en passant par l'Afrique, en passant par Haïti, en passant par l'Europe, le Québec, etc. Alors, ça fait des cours d'histoire très, très intéressants et ça amène les élèves à se questionner sur à la fois leur place ici, mais aussi leurs propres origines. Bref, on a des discussions très, très, très intéressantes. Et évidemment aussi, l'actualité des dernières années a rendu, à mon avis, le cours d'histoire encore plus intéressant, que ce soit le mouvement Black Lives Matter, que ce soit l'histoire de Joyce Echaquan aussi, les pensionnats autochtones. Tout ça a rendu nos cours d'histoire, en ce qui me concerne, encore plus pertinent parce que c'était vraiment ancré dans la réalité. Ce n'était pas juste des concepts abstraits qui sont dans un livre, c'est vraiment des concepts qu'on peut directement associer à ce que les élèves voient à la télévision au quotidien. Et nous, comme enseignants et enseignantes, c'est vraiment c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, pour vraiment ajouter de la signifiance à notre enseignement et aussi pour que les élèves puissent retenir ce qu'on leur enseigne. Parce que plus ce qu'on leur amène est signifiant et plus ça a de la résonance pour eux, plus ils vont s'en rappeler. Cette signifiance-là vient beaucoup de l'association qu'on est capable de faire entre la matière enseignée et le quotidien, la réalité, les médias et ce qui se passe dans la société. Évidemment, le cours d'éthique et culture religieuse aussi est un formidable cours pour aborder la question des droits et libertés en général, la question des privilèges dans la société. Les 3 compétences du programme d'éthique et culture religieuse, ça vaut la peine de les nommer, c'est réfléchir sur des questions éthiques,
développer une compréhension du phénomène religieux, pratiquer le dialogue. Ce sont toutes des compétences super importantes à développer en société. Et en tant qu'enseignant, je me fais un défi quand j'enseigne le cours d'éthique et culture religieuse d'amener des questions difficiles aussi aux élèves, pour vraiment leur donner un défi et en même temps leur montrer qu'ils ont une place dans la société aussi, parce que souvent, les élèves ont l'impression qu'on leur impose un programme et qu'ils n'ont rien à dire sur ce qui se passe dans la société et le monde, mais quand ils réalisent que, de un, ils ont du pouvoir en tant qu'élèves, de deux, ils peuvent influencer les pratiques aussi, ce qui se passe dans leur quartier, ce qui se passe dans leur école. On a juste à penser au Bélier solidaire à Montréal-Nord, à l'école Henri Bourassa, qui est une composition d'élèves actuels de l'école Henri Bourassa, mais d'anciens élèves aussi, qui ont contribué à dénoncer un enseignant qui avait des pratiques ouvertement racistes et discriminatoires. En fait, ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple de pouvoir. Et je suis sûr qu'un cours comme celui d'éthique et culture religieuse peut contribuer à la pratique du dialogue, mais aussi aux réflexions éthiques que ces élèves-là ont pu explorer, en fait, a contribué probablement à leur prise de parole aussi. Je suis peut-être un peu optimiste, mais j'ose espérer qu'il y a un petit peu du cours d'éthique et culture religieuse dans tout ça. À mon école aussi, on a un département de danse et l'an dernier, les élèves ont proposé un projet. Il y avait l'opportunité de faire un projet entre différentes écoles et les élèves ont proposé ouvertement comme thématique le mouvement Black Lives Matter. Alors, ça a créé un projet entre plusieurs écoles de la commission scolaire de Montréal, désolé, le centre de services de Montréal maintenant. Et c'était un projet fort intéressant qui a eu un beau rayonnement, si je pourrais dire, dans les médias. Et qu'est-ce qui est impressionnant aussi, c'est que cette thématique-là ne vient pas des enseignants, mais vient des élèves directement. Et les enseignants et les enseignantes, surtout les enseignantes de danse, ont accompagné les élèves là-dedans et ça a vraiment donné une chorégraphie qui est magnifique, mais aussi avec un propos. Et c'est pour vous dire qu'on peut aborder cette thématique-là pas seulement à travers le français et l'histoire, mais même à travers la danse aussi. Et des projets très, très variés. Et ça vous montre en fait toute la chance qu'on a, nous, les professeurs. On a un programme de formation qui est très riche. Et après, c'est une question d'autonomie, mais c'est une question de créativité aussi. Comment est-ce qu'on peut prendre les thématiques, une thématique comme le racisme, en fait, et en faire un enseignement qui est pertinent et qui est surtout qui est ancré dans le programme, mais surtout qu'on arrive à justifier d'un point de vue pédagogique. Parce qu'en tant qu'enseignant, tout ce qu'on fait, en fait, doit venir d'une intention pédagogique claire et doit être justifiable. Mais il y a énormément de matière à explorer avec le programme actuel, même s'il n'est pas parfait. Ça, c'est ce qui concerne le premier axe, en fait, sur comment lutter contre les préjugés et les stéréotypes à travers différents cours. Ensuite, le deuxième axe, en fait, ce serait apprendre et se questionner en permanence sur ses choix pédagogiques, le jugement professionnel. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est essentiel parce que comme prof, on peut choisir son matériel, on peut choisir quel organisme aussi on peut inviter en classe pour parler de certains sujets. Et je pense qu'on a une responsabilité de réfléchir au matériel qu'on utilise, aux personnes qu'on invite aussi en classe pour aborder certains sujets. Je vais vous donner un exemple, un exemple assez concret. J'enseignais l'histoire l'an dernier en secondaire 2 et je cherchais un questionnaire interactif en ligne pour offrir une petite révision à mes élèves, mais en même temps qu'on s'amuse ensemble. Et là, j'ouvre un questionnaire interactif. Je lis les 3 premières questions, ça a l'air bien, il y en a 12 au total. J'arrive à la 4e et la question, c'est quels sont les impacts positifs de la colonisation sur les populations africaines? Ça, ce n'est pas dans le programme, de 1. Et de 2, c'est extrêmement discriminatoire comme question et c'est rempli de biais et de préjugés. Alors, si je n'avais pas pris le temps de lire ce formulaire-là, et de le passer rapidement à mes élèves, parce que des fois, je n'ai pas beaucoup de temps et je le passe rapidement, ben, j'aurais propagé des préjugés, en fait,
et des idées fausses, notamment le fait que la colonisation a amené surtout des effets positifs aux populations africaines, ce qui est, à mon avis, totalement faux. On pourrait en débattre si vous voulez, mais à mon avis, c'était vraiment une faute grave et surtout qu'il n'y avait pas l'autre question aussi. Quels sont les impacts négatifs dans ce questionnaire-là? Alors, ça montre aussi des biais importants en ce qui concerne la préparation de ce questionnaire-là. Ça, c'était un petit exemple que j'avais à vous donner, mais ce jugement professionnel-là, il est pour les livres, il est pour le contenu qu'on présente en classe et aussi pour les jeux qu'on choisit et parfois pour nos propos aussi. Pour nos propos, moi, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Par exemple, quand je parle des peuples autochtones, je ne suis pas un autochtone moi-même. Alors, si j'ai à parler de ce sujet-là, je vais toujours rappeler à mes élèves que moi, je ne vis pas cette réalité-là. Donc, ce que je peux dire a certaines limites aussi et que ce serait beaucoup plus pertinent d'inviter une personne issue de ces communautés pour justement avoir un propos qui est plus cohérent, qui est plus ancré dans la réalité et dans la société actuelle qu'on vit aussi. Parce que malheureusement, quand on parle de certaines thématiques, notamment les peuples autochtones, je pense qu'on parle beaucoup trop du passé, mais pas assez du présent aujourd'hui. Et finalement, le dernier axe, c'est collaborer avec d'autres enseignants pour développer une culture de l'égalité à long terme. Il y a plusieurs, à mon avis, niveaux de travail pour influencer la création d'une culture de l'égalité. En fait, une culture qui vise à se débarrasser autant du racisme que du sexisme que des préjugés envers les personnes LGBTQ+, aussi. Par exemple, au niveau de l'école, on travaille énormément en équipe. Alors, partager ces bonnes pratiques, partager des ressources pertinentes, des ressources intéressantes, partager un livre, partager du contenu, parler d'un organisme pertinent pour aborder un certain sujet. Par exemple, Mikana, pour parler des peuples autochtones, les centres d'amitié aussi des peuples autochtones qui, à mon avis, sont des organismes intéressants. Évidemment, si on peut inviter des gens des communautés directement, c'est encore mieux aussi. Comme ça, on peut avoir un dialogue qui est encore plus riche entre les élèves et les personnes en fait qui présentent leur sujet. Évidemment, il y a le travail d'équipe, mais aussi une culture de l'égalité. Oui, il y a le travail d'équipe, il y a le partage, mais parfois aussi, il faut dénoncer certaines choses. Parce qu'en tant qu'enseignant et en tant qu'élève, je suis un jeune enseignant, j'ai 3 ans d'expérience, mais j'ai vécu aussi des incidents à caractère raciste avec certains collègues. Et je pense que c'est important aussi de développer un certain tact aussi, parfois pour être capable de parler à certains collègues. Moi, je privilégie beaucoup la communication non violente et personnellement, j'ai des très bons liens avec mes collègues, je m'entends très bien avec eux, mais parfois, il y a des commentaires que je juge déplacés. Et justement, parce qu'on a un bon lien ensemble, on arrive à se parler et je les juge pas. En premier, je parle de mes émotions, de comment je me sens. Et généralement, après, on arrive à avoir une compréhension commune et à dénouer certains préjugés. Comme je l'ai dit dans la définition du début, le racisme systémique, c'est des préjugés, des stéréotypes, parfois conscients, mais souvent inconscients aussi. Et dans le milieu de l'éducation, moi, je vois beaucoup de bonne foi, mais les gens, on a tous des préjugés, on a tous des biais, moi inclus. Et parfois, on fait des erreurs et je pense que c'est important de s'en parler. En tout cas, s'il y a une ouverture pour s'en parler. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu cette opportunité-là dans mon milieu, mais je sais que pour d'autres enseignants, enseignantes, peut-être ici présentes, ça n'a pas été le cas. Ça pourrait être un partage intéressant aussi à avoir. Ensuite, au niveau syndical, en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour créer une culture de l'égalité. Souligner, par exemple, le mois de l'histoire des Noirs dans son syndicat. Souligner la Journée nationale de la réconciliation, le mois de l'histoire nationale de l'histoire autochtone. Aussi, souligner tout ça contribue à créer une curiosité, contribuer une volonté, si je peux dire, de dialogue. Et je pense que
de cultiver la curiosité et surtout de cultiver la reconnaissance du fait qu'on ne sait pas tout en tant qu'enseignant et qu'on doit perpétuellement se remettre en question et être en posture d'apprentissage. Je pense que ça ouvre des portes intéressantes pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes à long terme parce que nous, les enseignants et les enseignantes, on est des courroies de transmission, pas seulement de connaissances, mais indirectement de valeurs aussi. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça parce que nos biais, on a tous des biais, nos biais, on peut les transmettre aussi. Alors, plus on travaille sur nous-mêmes, plus on peut se débarrasser du plus grand nombre de biais possible pour avoir un enseignement, en fait, qui est respectueux des différentes communautés qui composent la société. Et aussi, au niveau syndical, moi, j'ai la chance de faire partie d'un formidable comité, en fait, qui s'appelle le Comité sur les réalités des personnes autochtones et des personnes racisées. En fait, ce comité-là, il en est à sa 2e année maintenant à notre syndicat, l'Alliance des professeurs de Montréal. Et on est encore à un stade embryonnaire, mais on souhaite vraiment fournir des outils d'éducation aux enseignants, mais aussi les sensibiliser sur les biais inconscients qu'on peut avoir. On en a tous des biais inconscients, mais on peut tous en prendre conscience aussi. Et un des fondements de notre système d'éducation, c'est l'égalité des chances. Et si on ne prend pas conscience de nos biais, bien, comment assurer l'égalité des chances aux élèves? Moi, je pense que c'est une question très intéressante. Et c'est ça, ce comité-là en est à ses premières années, mais je suis très optimiste que ce sera pas, qu'il en a encore pour très, 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 très longtemps. Et je tiens aussi à souligner la présence de plusieurs de mes collègues qui sont là ici avec nous ce soir. Alors, bonjour à vous, Kwekwe. Aussi, je vais terminer tout simplement en disant que dans mon milieu, j'observe qu'il y a une très grande sensibilité pour le féminisme et aussi pour les enjeux pour les personnes LGBTQ et trans aussi. Mais il y a vraiment, à mon avis, beaucoup de travail à faire pour avoir cette même sensibilité-là au niveau des enjeux entourant le racisme systémique. On en parle beaucoup dans les médias. Je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une discussion qui est facile, qui tombe souvent dans l'émotion, mais à long terme, je pense que les enseignants et les enseignantes, surtout, ont un très grand rôle à jouer pour créer une culture de l'égalité, pas seulement à l'école, qui est une petite société, mais dans la société en général. Parfait. Mon Dieu, merci beaucoup, Ismaël, pour votre partage et votre générosité. En fait, merci à vous deux pour votre témoignage, vos expériences, vos perspectives. C'est extrêmement intéressant. Donc, dans un premier temps, en fait, je serais intéressée à échanger un peu avec vous. Après, on va laisser un peu la parole au public pour des questions. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les inscrire dans la section Q&R en bas sur Zoom. Donc, dans un premier temps, moi, j'aurais quelques questions à vous poser. En fait, une question déjà assez générale, donc qui s'adresse un peu à vous deux. Je serais curieuse de savoir, selon vous, quels sont les enjeux, disons, les plus pressants en termes d'éducation au racisme ou de lutte au racisme par le biais de l'éducation? Et peut-être un peu plus précisément, si vous aviez à formuler une suggestion ou 2 suggestions au gouvernement du Québec ou au ministère de l'Éducation, vers quoi est-ce que vous chercheriez à vous tourner? Ce serait quoi les enjeux les plus urgents, en fait? Ismaël? Ou le premier, en fait, qui a... Ismaël? Ah. Je peux y aller. Wow, quelle question. Désolée. Très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui me viennent en tête. Mais premièrement, quand j'étais à l'Université de Montréal, durant mes études, j'étais aussi représentant pour les étudiants et étudiantes de mon programme au comité de programme où on revoit la formation des enseignants. Et à mon avis, je pense que la culture de l'égalité que je souhaite contribuer à créer, en fait, passe aussi par la formation des enseignants et des enseignantes à la base. Je pense que plus la formation
des enseignants et des enseignantes est sensible aux biais qui existent dans la société, qui est sensible aussi à comment l'éducation a été utilisée par le passé, notamment en ce qui concerne les pensionnats autochtones, mais aussi plus cette formation-là va prendre conscience, à mon avis, que la société a beaucoup changé et que, à mon avis, une compétence interculturelle en éducation, c'est plus un luxe, mais c'est une nécessité. Parce que moi, dans ma classe, on parle plus de 10 langues différentes religions. C'est une énorme richesse, mais certains de mes collègues, peut-être dans d'autres écoles, pourraient le voir comme un défi et non comme une richesse aussi. Alors, à mon avis, il y a vraiment un immense travail à faire à même les universités, à même les facultés sciences de l'éducation pour revoir la formation, puis être en perpétuelle réflexion de comment on peut s'assurer que les enseignants et les enseignantes, surtout les enseignantes qui sortent de l'université, aient une curiosité interculturelle, si je peux dire, mais aussi soient équipés pour éviter certains faux pas, si je peux dire. Ça, c'est une chose. Dans nos écoles, on a aussi obligatoirement l'obligation de créer des plans de lutte à l'intimidation. Mais ce plan de lutte à l'intimidation-là, à mon avis, pourrait être élargi pour s'attaquer aux problèmes de racisme dans les écoles, mais aussi pour s'attaquer aux discriminations envers les femmes, mais aussi les personnes LGBTQ, parce qu'il y a ça aussi dans les écoles, parce qu'on parle d'intimidation de manière générale, mais je pense que si on ne nomme pas spécifiquement ces choses-là, ben, qu'est-ce qu'on peut voir dans certains milieux? C'est des enfants qui vivent certaines choses, certaines discriminations, mais parce que la majorité des employés dans l'école ne vivent pas ces discriminations-là, elles ne sont pas nécessairement reconnues. Alors, je pense que de nommer directement dans un plan de lutte à l'intimidation qui est obligatoire pour toutes les écoles au Québec, de nommer ces enjeux-là, je pense que ça éveillerait, je pense, certaines sensibilités, puis on serait plus proactif par rapport dans nos méthodes d'intervention, à mon avis. Et ça, on en a parlé beaucoup dans les médias. Dernièrement, je ne serais pas très original, mais les cours d'histoire, beaucoup de personnes disent comment ça, on n'a pas entendu parler des pensionnats autochtones dans nos cours d'histoire, comment ça, ce n'est pas enseigné. En fait, la dernière révision du programme d'histoire au secondaire date de 2017, si ma mémoire est bonne, et on parle des pensionnats autochtones en secondaire 3. Le cours d'histoire de secondaire 3, c'est un cours sur l'histoire du Québec et du Canada, mais malheureusement, il y a un examen du ministère aussi en histoire, et malheureusement, il y a seulement une question sur les enjeux autochtones dans tout l'examen. Et les enseignants et les enseignantes, qu'est-ce qui arrive très souvent? On est débordés. Notre programme est très vaste, autant en histoire, en mathématiques, et on n'est pas capable de tout couvrir. Alors, qu'est-ce qui arrive? On sait qu'il n'y aura pas de questions à l'examen final nécessairement sur ce sujet-là. Alors, après, on fait le choix de passer le contenu, de ne pas le passer, en fait, de le skipper en bon français ou de le laisser de côté parce qu'on manque de temps. Et le résultat de ça, c'est qu'on ne parle pas d'enjeux, à mon avis, qui sont hyper importants puis hyper d'actualité, comme les pensionnats autochtones. Et le changement très, très simple que je ferais, c'est d'élargir le contenu, en fait, concernant les peuples autochtones dans les examens du ministère qu'on donne aux enfants au Québec, parce que si c'est dans les examens d'histoire, tous les professeurs vont l'enseigner. Clair, net et précis. Je vais m'arrêter là-dessus. C'est bon, c'est noté. Vivek? C'est des très bonnes suggestions de la part d'Ismaël. Merci pour ça. Moi, je vais peut-être prendre une autre voie. J'ai déjà dirigé un programme de formation des professeurs en éducation artistique, en art plastique, comme on dit en français. Et ça fait maintenant plusieurs années que je suis les professeurs pour leur dernier stage. Alors, je rends visite dans les écoles, j'observe les interactions. Et en parlant avec les profs dans les écoles, en parlant avec les stagiaires eux-mêmes, et en se dotant aussi sur les sondages et des évaluations qu'on mène pour nos programmes, une chose qui
qui nous manque en termes de développement professionnel et dans les écoles, mais aussi dans nos universités, c'est vraiment de créer des espaces, créer des stratégies pour promouvoir le pluralisme dans les classes. Je parlais de ça autrefois quand j'enseignais dans les écoles, il y a plusieurs décennies maintenant. Comment est-ce que je peux créer une classe avec une ouverture d'esprit? Et je consulte beaucoup mon collègue de l'Université Concordia, le professeur David Waddington. Je vais partager son Twitter avec vous parce que ça vaut la peine de suivre Dave. David et moi, on a déjà donné plusieurs webinaires, plusieurs formations qu'on a co-créées avec nos étudiants, mais aussi avec les profs, justement pour parler de cette ouverture d'esprit. Comment est-ce qu'on peut encourager une insécurité intellectuelle parmi nos étudiants, parmi nous-mêmes, tout en gardant une sécurité dans la dignité? Comment est-ce qu'on peut se soumettre à la critique des croyances, des valeurs qui sont établies et dire que oui, peut-être que quand on aura un moment pour réfléchir, quand on aura un moment de ne pas nécessairement réagir super vite comme on fait sur Twitter, ça pourrait être pénible pour nous. Mais dans un autre moment, ça peut aussi être exaltant. Alors, comment développer cette sécurité dans la dignité? David, il parle beaucoup d'un philosophe qui s'appelle Eamon Callan, C-A-L-L-A-N, et je vous suggère de lire ses articles. Il y a un article qui s'appelle Education in Safe and Unsafe Spaces, puis un autre qui a un titre assez disons, attirant. Je pense que ça s'appelle When to Tell Students to Shut Up. Mais lui, il nous amène dans une narrative assez intéressante justement pour nous parler du fait qu'il faut être libre de toute anxiété raisonnable, de se faire traiter comme une personne ayant un rang social inférieur à d'autres. C'est ça la sécurité dans la dignité. Et moi, je parle de ça souvent avec mes étudiants, je parle de ça souvent quand on visite et quand on collabore avec les communautés, et j'ai beaucoup appris sur le terrain que si on veut critiquer un phénomène, si on veut critiquer un concept, comment est-ce qu'on peut faire ça sans dégrader la personne qui porte les paroles qui nous blessent? C'est très difficile, c'est très, très difficile de séparer la personne du phénomène qu'il porte. On voit ça encore souvent dans les médias sociaux. C'est très facile de dénigrer, de dégrader quelqu'un, et c'est très difficile de développer cette empathie. Hein? Comment est-ce qu'on développe une empathie? Comment est-ce qu'on prend les perspectives des autres sans nécessairement vivre ces expériences? Alors là, avec un peu de recul et avec la sagesse, je trouve, des collaborations et des sondages et des analyses des sondages qu'on mène auprès de nos professeurs, je pense qu'on peut aussi dire ou poser une question, et je n'ai pas la réponse de cette question, mais comment est-ce qu'on peut atteindre cette sécurité dans la dignité dans une culture où l'injustice raciale, comme on voit, les préjugés raciaux, les préjugés sociaux sont enracinés? Comment est-ce qu'on peut développer cette sécurité? Une façon de faire ça, c'est de promouvoir la civilité. Comment est-ce qu'on peut développer une civilité dans nos interactions dans les classes? Parce qu'il faut, comme prof, il faut vraiment qu'on incarne cette civilité. On n'aura pas réussi à faire ça chaque fois qu'on essaie d'amener ce genre de conversation. Alors, il faut être prêt à avoir des échecs, mais il faut aussi le soutien de nos administrateurs pour qu'ils disent, oui, il y a des moments où les conversations vont commencer à dégrader un peu. Mais comment est-ce qu'on peut protéger nos enseignants
pour créer ces espaces de sécurité, pour faire des expériences dans les classes, justement pour pousser les limites et aussi promouvoir ce pluralisme. C'est ça l'enjeu principal que nous voyons au sein de nos équipes avec Project Someone et les professeurs avec qui nous travaillons. Je vais arrêter là, peut-être que ça va ouvrir des questions, mais je pense que cette complémentarité, j'apprécie beaucoup et j'apprends beaucoup en écoutant Ismaël, parce que c'est super important de donner cette plateforme et cette voix aux étudiants, aux élèves, comme il l'a décrit, issus des communautés marginalisées, parce que c'est en écoutant et en développant une compréhension de leur propre cadre de référence qu'on va développer ce genre de pluralisme. C'est très intéressant. En fait, j'aurais envie de donner la parole à Ismaël si jamais vous êtes intéressé à réagir à ce qui est dit sur la question de la salle de classe ouverte, sécuritaire. Qu'est-ce que dans votre expérience, ça évoque? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut? Est-ce qu'il y a des enjeux liés à ça, des défis? Oui, en fait, la question est super, super intéressante. Puis merci beaucoup, Vivek. J'apprends moi aussi beaucoup en t'écoutant. Alors, je pense que l'appréciation est réciproque. En fait, oui, ça m'a fait penser beaucoup de choses parce que pour moi, j'enseigne dans une école qui a un fort indice de défavorisation. Je pense qu'on est coté à 10 sur 10 en ce qui concerne l'indice de défavorisation. Alors, c'est sûr que quand je pense à la sécurité, moi, je pense à la pyramide de Maslow, en fait, les besoins physiologiques. Dans les dernières années, j'ai eu beaucoup d'élèves qui ne comptent pas nécessairement leurs besoins de base. Alors, c'est sûr que travailler le pluralisme, en fait, on travaille au quotidien. On travaille au quotidien de par la diversité sociale, ethnoculturelle, mais aussi linguistique qu'on a dans la classe. Mais moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est certains pédagogues certains pédagogues que j'ai rencontrés qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit parfois, dans certains milieux, il faut réparer les élèves avant de leur enseigner. Et moi, je suis dans un milieu où c'est parfois ça qui arrive aussi. Alors, quand je pense à la sécurité, très souvent de mes élèves, c'est sûr qu'il y a dans la classe, en termes de relations interpersonnelles, ce qui se passe entre eux. Mes élèves aussi dans l'environnement de l'école, dans la société de l'école aussi. Parfois, il y a certains peut-être certaines personnes qui pourraient agir d'une certaine manière avec mes élèves. Des fois, je n'ai pas toujours été d'accord, alors je suis allé en parler, puis on a réussi à dénouer, mais je n'ai pas le choix de revenir à la base dans mon milieu, puis c'est vraiment, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils ont bu, est-ce qu'ils se sentent en sécurité quand ils sont à la maison? Parce qu'on a tendance à oublier ces choses-là, mais ce n'est pas du tout à sous-estimer, surtout en milieu défavorisé. Puis je pense que pour favoriser ce pluralisme-là, je pense aussi, nous, on réussit bien à mon école, en fait, de manière très concrète, parce qu'on a une équipe aussi qui reflète, à mon avis, la diversité sociale et ethnoculturelle du quartier dans lequel on enseigne. Nous, nos élèves viennent de Villeray, Parc Extension, mais surtout de Parc Extension, et notre équipe de profs vient de tous les continents du monde aussi. Alors, cette richesse, on a fait un vidéo l'an dernier, le Jérusalem Challenge, si vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux. Mais en faisant ce Jérusalem Challenge, on voit aussi c'est quoi la composition de l'école, c'est quoi la composition des élèves, c'est quoi la composition des employés aussi de l'école. Et juste de voir des professeurs qui portent des dreads ou qui ont des high tops ou d'autres qui portent un hijab, des hommes, des femmes de partout dans le monde qui parlent parfois 3-4 langues. Moi, j'ai des élèves qui parlent 5-6 langues. Des fois, de voir cette diversité-là, je pense qu'on crée un terrain favorable et après, c'est de la valoriser. C'est de la valoriser aussi. Puis,
je pense en tant que professeur aussi, de se mettre en posture d'apprenant, pas seulement en posture d'enseignant, mais en posture d'apprenant et en disant aux élèves, vous aussi, vous avez quelque chose à m'apprendre parce que vous êtes les experts de votre vécu et vous avez quelque chose à apprendre à tous les autres aussi. En se mettant dans cette posture-là, on découvre parfois de très belles surprises chez nos élèves et les élèves se découvrent entre eux aussi, autant d'un point de vue personnel, quels sont leurs intérêts personnels, mais aussi, moi, il y a une pédagogie que j'aime beaucoup, c'est la pédagogie interculturelle, mais axée sur la valorisation de la diversité linguistique. Et il y a énormément de choses qu'on peut faire, notamment durant les cours de français et d'anglais, pour travailler la grammaire ou la syntaxe, mais de valoriser aussi la diversité linguistique dans la classe. Par exemple, on prend une phrase très simple comme « je vais au parc ». Et là, je vais demander à certains élèves comment est-ce qu'on écrit ça en créole, comment est-ce qu'on écrit ça en punjabi, en hindi, en swahili, par exemple, ou encore quelle autre langue, en ourdou. En ourdou, par exemple, ou en arabe. On va l'écrire si on peut l'écrire. Si on n'est pas capable de l'écrire, on va le dire. Puis là, après, on va se poser la question, où est le verbe? Où est le sujet, où est le verbe, etc. Et toute cette réflexion-là, après, nous amène à réaliser, en fait, pourquoi est-ce que, par exemple, certaines personnes dans la classe ont plus de facilité en anglais? C'est parce que peut-être la syntaxe de leur langue maternelle aussi ressemble plus à celle du français, etc. De voir aussi qu'il y a des emprunts d'une langue à l'autre aussi. Dans l'espagnol, par exemple, il y a beaucoup de mots qui ont été empruntés de l'arabe aussi. Alors, de voir tout ça permet de valoriser autant la diversité linguistique que la culture aussi des différents élèves et de voir que même s'ils viennent de continents différents, ils ont parfois beaucoup de choses à s'apprendre aussi et ils ont beaucoup à nous apprendre aussi, les professeurs. En tout cas, ça, c'est de manière concrète un peu qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'ai déjà fait dans mon milieu. C'est vraiment intéressant. J'aurais une dernière question à vous poser avant de passer aux questions du public. En fait, quels sont les principaux défis auxquels vous avez fait face à travers vos initiatives respectives, dans votre contact avec les jeunes ou dans votre démarche? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles et si ça a été difficile, comment est-ce que vous êtes passé à travers? C'est quoi les pistes de solutions que vous avez trouvées? Je ne sais pas si un de vous, Vivek peut-être ou... Merci. Il y a plusieurs défis. Je pense que personnellement, le plus grand défi, c'est justement de mettre les présuppositions de côté ou de reconnaître mes propres valeurs et mes propres préjugés quand je suis invité ou je décide de collaborer avec une communauté de pédagogues, soit dans les écoles ou même sur le terrain dans les communautés. On travaille beaucoup dans les communautés. Alors, j'ai vécu plusieurs injures, plusieurs actes racistes quand j'étais jeune. Je suis grandi en Amérique du Sud. Je suis né en Inde, mais je suis grandi en Amérique du Sud, aux États-Unis. Et puis, la plus grande partie de ma vie, avant de venir au Canada, il y a à peu près 20 ans, j'étais à Singapour. Et dans plusieurs de ces instances, je faisais partie disons, d'une section marginalisée de la société, soit par ma race, soit par mon statut socio-économique. Alors, comment est-ce que je pourrais vivre et apprendre à vivre avec les sentiments de haine? Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe toujours et qui m'ont toujours préoccupé. Et comment est-ce que je peux aussi donner une voix aux personnes avec qui je ne suis pas en accord? Ça, c'est le défi le plus grand pour moi, de développer des cadres, de développer des relations, de développer des programmes ou des pédagogies. Alors, quand on a créé notre cours en ligne massif et ouvert,
j'ai décidé de travailler avec plusieurs personnes venant de différentes perspectives, mais surtout de consulter des personnes avec qui je n'étais pas nécessairement en accord sur la façon dont ils voulaient enseigner le contenu qui visait la haine. Quand on a décidé de créer une trousse sur le profilage, il y a plusieurs communautés qui nous ont dit « Ah, vous allez parler avec la police, I'm sorry, mais on ne peut pas participer dans cette initiative. » Et pour moi, c'était très, très important pour moi de parler avec les membres de la sécurité publique, les personnes qui sont supposées de nous protéger, mais en même temps qui montrent qu'il y a des préjugés inconscients et biaisés qu'ils mènent pendant leurs travaux. Comment est-ce que je peux faire valoir cette perspective? Alors, c'était important pour moi et c'est quelque chose c'est important pour moi de faire valoir ces perspectives, mais c'est aussi toute une bataille à l'intérieur de notre équipe, parce qu'il y a des gens dans mon équipe qui ne sont pas en accord avec cette façon de créer et de co-créer. Alors ça mène à une tension assez vive et j'apprécie ça beaucoup. Et j'apprécie le fait qu'on est capable de surmonter ça et développer du contenu et montrer aussi un débat vif qui n'est pas nécessairement, qui ne mène pas nécessairement à un consensus rapide. Alors, je reviens sur le pluralisme. Le pluralisme, ça ne veut pas dire qu'on doit être en accord au bout du compte. C'est vraiment une question de refléter les perspectives différentes, mais pas nécessairement les perspectives binaires autour d'un phénomène. Voilà, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, mais en termes de défis, en termes de financement et de reconnaissance aussi, tout ça, ce sont des choses qui n'arrivent pas très facilement. Et je vois ça très clairement quand un projet qui est piloté par une personne racisée, et je sens une pression énorme parce que les personnes avec qui je collabore sont aussi des personnes racisées. J'accueille les étudiants et les étudiantes à l'université. La plupart de ces personnes sont racisées aussi. Et alors, il y a un fardeau immense sur des personnes qui dirigent ce genre d'équipe et ces équipes parce qu'on a besoin de soutenir des personnes comme nous. Et ça devient difficile à un moment donné parce qu'il y a des critiques de ghettoisation, il y a des critiques que vous travaillez que avec vous-même, comment est-ce que vous allez inclure les perspectives si vous n'accueillez pas d'autres personnes. Alors, tout ça, ce sont des choses avec qui on a besoin on aura besoin d'un peu plus d'aide, disons, en termes de politique d'infrastructure, de gouvernance, mais on y arrive doucement en étant transparent et en ayant des occasions comme ça pour parler et réfléchir avec d'autres personnes qui travaillent sur ces projets comme nous. Voilà. Ismaël? Oui, les défis. Il y a plusieurs éléments dans les propos de Vivek qui ont beaucoup résonné. Tu sais, comment, par exemple, aborder certains sujets avec des gens qui ne vivent peut-être pas l'expérience de marginalisation qu'on peut vivre ou que certains de peut-être nos étudiants, pour les enseignants et les enseignantes, peuvent vivre. Par exemple, moi, ça fait 3 ans que je suis en enseignement. En fait, ça ne fait pas très longtemps, mais j'ai vécu plusieurs situations en lien parfois avec des collègues ou en lien avec des élèves où tu sais que tu dois agir. Tu sais que tu peux pas, tu as comme un moment, tu as comme une fenêtre dans le temps où il faut que tu réagisses à certains événements ou à certains propos qui ont été dits, mais tu manques de temps. Tu sais que les gens peut-être avec qui tu travailles n'ont pas la même expérience, n'ont pas le même vécu.
aussi et qui ne vont pas nécessairement comprendre ce que tu souhaites leur amener. Alors là, après, en tant qu'enseignant, ben, notre spécialité, c'est de parler. C'est de parler aux gens, leur expliquer les choses. Alors, tu te dis, je vais prendre mon temps, je vais choisir le bon moment, le bon contexte, les bons mots et je vais être capable d'aborder parfois des sujets difficiles ou des moments inconfortables qui ont été inconfortables pour moi, mais qui n'ont pas nécessairement été pour d'autres. Et ce faisant, on va créer un moment qui va être inconfortable pour tout le monde. Mais c'est cet inconfort. Mais je pense que c'est important de dépasser cet inconfort-là pour justement bâtir cette culture de l'égalité. Parce qu'à chaque fois, par exemple, où certains collègues me disent quelque chose et que intérieurement, ça me choque, parfois j'hésite, je me dis, c'est peut-être pas le bon moment pour leur en parler à ce moment-ci. Mais après, je me dis, on est tellement important dans la société, les professeurs, on a tellement on a quand même une grande influence parce que des jeunes, on en voit, dans notre carrière, on en voit des centaines. Alors, nos biais, nos préjugés ont une influence sur notre enseignement, sur ce qu'on fait au quotidien. Alors, j'essaie le plus possible d'intervenir, mais il y a vraiment un moment pour intervenir parce qu'on est débordé. La vérité, c'est qu'on est débordé, les professeurs, au quotidien. Alors, on ne peut pas intervenir n'importe où, n'importe quand pour aborder des questions difficiles mais je pense aussi qu'il y a des gens avec qui c'est plus difficile d'intervenir. Parce que j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont très ouverts, qui sont curieux, aimants, puis qui, comme moi, reconnaissent qu'on n'est pas parfait et qu'on fait des erreurs et qu'on est en posture, en éternelle posture d'apprenant puis de remise en question. Mais il y a d'autres collègues avec qui c'est plus difficile. Et personnellement, qu'est-ce qui me donne beaucoup d'espoir, malgré certaines difficultés que j'ai pu avoir depuis le début de ma carrière, c'est que je vois certains changements, je vois des collègues sur le midi qui habituellement ne parlaient jamais de racisme systémique, de privilèges, qui là ont ces discussions-là, alors qu'ils ne sont pas concernés directement par des incidents racistes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est rafraîchissant. Et le fait aussi qu'en tant que professeur racisé, enseignante racisée, on a maintenant un comité à notre syndicat où on peut travailler ensemble aussi, puis s'énergiser ensemble aussi pour être capable de réfléchir à ces questions-là, puis pas juste se partager des anecdotes de qu'est-ce qui se passe dans notre milieu. Pour moi, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir puis qui est rafraîchissant parce que j'ai vécu, sans entrer dans les détails, j'ai vécu beaucoup de choses dans les dernières années et beaucoup de mes collègues ont vécu certaines choses aussi. Et après, on a été capable d'avoir des discussions intéressantes, des discussions qui nous ont fait grandir en tant que personne, mais en tant qu'équipe aussi, en tant qu'équipe école, en tant que collègue. Mais c'est épuisant. Notre travail est déjà épuisant et devoir parfois faire ce travail d'éducation-là, c'est parfois beaucoup demandé à des gens qui sont déjà fatigués, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul, on est nombreux à avoir ces sensibilités-là et c'est cette volonté-là de bâtir une culture de l'égalité. Puis là, je pense qu'il y a de plus en plus de professeurs qui ont envie de réfléchir à ces enjeux-là et je pense que la sensibilisation, en fait, qu'on doit faire, qui est collective, qui n'est pas seulement propre au milieu de l'éducation, mais aussi en santé, comme on le voit avec l'affaire de Joyce Echaquan, en fait. Je pense qu'on a tous à apprendre, puis je pense que cette sensibilisation-là va être encore plus facile parce que tout le monde en fait en ce moment collectivement. Peut-être que je suis idéaliste, sûrement un peu, mais j'ai l'impression que tout le monde est plus ouvert. Tout le monde est un peu plus ouvert à aborder ces questions-là, à tout le moins d'en parler. Peut-être pas de changer à court terme, mais d'être capable d'en parler. Ça, pour moi, je pense que c'est un gain collectif qu'on a. Je sais que j'ai su un peu vague sur mes défis, mais je veux pas divulguer aussi des histoires trop personnelles et confidentielles, mais je pense qu'il y a des gens ici qui ont des choses très intéressantes à partager aussi. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions du public. Donc là, on en a quand même beaucoup, donc malheureusement, il va falloir faire quelques choix. Je suis désolée pour ceux
à qui on ne pourra pas répondre, mais on va essayer de faire le plus possible. Donc, une première question de Louis Rivet. Donc, j'ai beaucoup apprécié les interventions. J'aurais une question pour M. Venkatesh par rapport à ses réflexions sur le pluralisme, la dignité et le respect dans les échanges en classe. Beaucoup d'attention semble donnée à l'apprentissage de comportements en accord avec ses valeurs, tout en se permettant d'émettre des critiques et des désaccords. Mais une interaction implique quelqu'un qui s'exprime et une personne qui écoute. Est-ce que M. Venkatesh a aussi des idées par rapport à des façons de recevoir des idées que l'on peut trouver confrontantes? C'est une très belle question et je pense que la réponse se trouve dans la question aussi, Monsieur Rivet, Préfontaine. Merci pour cette question. Écoutez, vous avez absolument raison. Cette interaction, ça implique le fait que quelqu'un s'exprime, une autre personne qui reçoit, mais il y a aussi une conversation qui doit se bâtir. Alors, comment est-ce qu'on peut peut-être prendre des moments pour réfléchir, adopter même un langage corporel qui n'est pas nécessairement agressif et prendre quelques moments de réflexion avant de répondre si on est préoccupé par les propos qui sont mis sur la table. Et ça demande, à mon avis, il y a plusieurs choses que ça demande, mais la principale chose là, c'est de séparer le phénomène, comme je disais avant, séparer le phénomène, de traiter le phénomène comme un thème, un concept, un sujet qui doit être défini, par exemple. Mais parlons des définitions, comme Ismaël a dit, on en discute maintenant avec le racisme systémique plusieurs fois, mais qui doit être défini et peut-être aussi ne pas nécessairement viser la personne qui porte ces paroles. Alors, c'est trop facile, par exemple, de attacher un propos qui nous semble insultant au genre, à la race, à l'âge, par exemple, à la personne qui a dit ça, aux expériences que cette personne a peut-être vécues. Il faut inviter peut-être cette personne à avoir une conversation et non seulement d'être dans la posture de écoute et exprime. Mais ce n'est pas facile, hein, ce n'est vraiment pas facile. Et on le voit très souvent, croyez-le ou pas, mais on le voit très, très souvent sur les forums en ligne. Et j'avais commencé mes études sur les discours en ligne dans les années 2003-2004. Et on a regardé les forums où on discutait des sujets politiques assez tendus. Et parfois, ça prenait à peu près 3 ou 4 semaines pour avoir une résolution à une question, par exemple, sur la guerre en Irak dans les années 2002-2003. On avait plusieurs. J'étudiais un forum où il y avait des questions sur la motivation, par exemple, des États-Unis. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu très vite. Il y avait des insultes, des injures. Mais après ça, il y a quelques personnes qui ont servi de l'Internet pour aller chercher des sources d'infos. Il y a une autre personne qui réclamait que c'était un soldat en Irak. Et voici son propre expérience. Et il n'y avait pas de façon de valider ses propos. Il y a une autre personne qui est revenue avec un autre angle sur le débat. Et ça a pris à peu près 3 ou 4 semaines pour arriver à une résolution. Et là, ça montre le temps qu'on a besoin de prendre justement pour revenir à un débat avec plus d'informations, avec un peu de recul. Malheureusement, on ne le voit pas dans les salles de classe, mais on le voit encore moins dans la société maintenant. Voilà, alors je vais peut-être laisser cette question-là, mais c'est une très belle question. Vous avez bien formulé la question et je pense que la réponse se trouve vraiment dans votre question, dans le sens que en termes d'auditeurs, on a aussi notre responsabilité de nous préparer nous-mêmes. Ouais. Je me permets de suivre en fait avec une autre question qui est assez connexe en fait et qui touche un peu à un autre versant
de ce problème-là. C'est Guerline Dorneville bon, qui nous explique qu'elle a été, elle s'est retrouvée en fait aujourd'hui même dans une situation en classe assez tendue sur un débat qui a plus ou moins dégénéré. Donc, il y a eu l'expression de mots qui ont été blessants, de perspectives qui n'ont été pas assez bien décortiquées de manière à vraiment revenir sur tout ça et puis donc amortir un peu des propos qui pouvaient être un peu blessants. Et donc, elle se demande comment conserver sa sécurité et sa dignité dans un contexte scolaire où on se permet de mettre en débat des enjeux qui sont qui peuvent mettre en péril l'identité d'une personne. Et là, je ne sais pas si un des deux, Ismaël, peut-être si vous avez une perspective là-dessus. Oui, c'est effectivement pas toujours facile. Puis je pense que les nombreux enseignants et enseignantes qui sont là avec nous ce soir savent très bien qu'entre la planification et ce qui se passe durant le cours, il y a parfois une grande différence. Mais je pense que la planification est essentielle. En fait, encore plus quand on sait qu'on va aborder des sujets complexes. Je ne parle pas seulement des mathématiques et de l'algèbre, mais je parle aussi des questions éthiques complexes et qui sont sensibles aussi. Ça demande une certaine planification et ce n'est pas toujours facile. Même, je pense qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'anticiper certains dérapages, mais tous les enseignants et enseignantes qui nous écoutent savent que ce n'est pas possible de tous les anticiper. Mais essayer de le faire dans la mesure du possible. Et parfois, il y a des choses regrettables qui se passent dans nos classes, des propos déplacés, insultants, puis qui viennent blesser profondément certains élèves, qui viennent les invalider, en fait, directement dans leur identité, dans qu'est-ce qu'ils font. Mais je pense que c'est important de ne pas voir ces moments-là comme une fin, mais comme quelque chose qui fait partie d'un processus. Et autant que c'est regrettable, autant aussi ça peut devenir, si l'enseignant et l'enseignante devant la classe est proactif, ça peut devenir une immense opportunité d'apprentissage et de réflexion collective aussi, autant pour le professeur lui-même sur sa pratique que pour les élèves aussi entre eux. Alors, ça, c'est un peu le défi d'être enseignant. Il y a une partie de notre travail qui est très où on est un peu plus cartésien, où il faut planifier, mais il y a une autre partie qui est très imprévisible, qui est liée à la nature humaine, où il faut carrément attraper des moments d'apprentissage au moment où ils se passent. Et il y a énormément de choses qui se passent dans nos classes pour lesquelles, des fois, on est complètement dépassé, moi aussi, où on ne sait pas comment réagir sur le moment. Mais si on n'est pas capable d'attraper, d'intervenir de la meilleure manière possible au moment où ça se passe, à tout le moins, pour certains événements, on est capable de revenir par la suite avec notre groupe et après recadrer les choses et au besoin aussi parler à certains élèves individuellement. Il y a certaines discussions qu'il faut avoir en privé avec certains élèves, certains collègues aussi. Ayons ces discussions-là et ensuite avoir une discussion publique plus ouverte avec parfois des collègues, mais parfois des élèves aussi, si la situation se présente, où là, on essaie d'identifier des valeurs clés ou un apprentissage essentiel pour recadrer cette situation-là, pour qu'au final, on se rappelle du négatif, mais qu'on en fasse aussi un apprentissage positif dans tout ça. Et je sais que ce n'est pas toujours facile de réagir sur le moment, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut pas toujours réagir sur le moment, mais là, on peut quand même le rattraper aussi par la suite. Et au besoin, on peut en parler à certains collègues aussi pour se réajuster. Moi, quand il y a des accidents qui arrivent dans ma classe, j'ai la chance d'avoir plusieurs collègues, des éducateurs et des éducatrices aussi, à qui je peux en parler. Et quand il y a des incidents aussi parfois à caractère raciste, j'en parle à des collègues aussi qui sont particulièrement sensibles sur ces questions-là. Puis moi, ça me fait réfléchir aussi parce que j'ai beau avoir une certaine sensibilité, je n'ai pas la science infuse. Alors, de se questionner continuellement et de faire preuve de jugement, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans cette situation-là. Et si on ne peut pas intervenir sur le moment, trouver un moyen d'intervenir par la suite parce que les moments regrettables sont aussi des opportunités d'apprentissage qui peuvent être très pertinents.
Vivek, Si est-ce vous que me vous voulez... permettez, juste une intervention, si vous me permettez. Je pense que en termes d'auditeurs, et j'apprécie beaucoup cette question de Gavin Dorneville, en termes d'auditeurs, en termes de personnes qui est dans la salle de classe, euh, et je pense que je pense qu'il faut aussi qu'on traite le phénomène de l'interprétation charitable. Ce n'est pas moi qui a formulé ça, c'est Eamon Callan et mon collègue David Waddington. Il parle de ça et on a utilisé ce concept dans nos formations et dans nos conversations. L'interprétation charitable, c'est la meilleure façon de peut-être de décrire, c'est le fait que l'auditeur interprète ce qui a été dit dans une manière charitable plutôt que de caricaturer le propos. C'est très difficile pour nous de connaître l'intention de la personne qui a exprimé une injure, qui a peut-être dit des propos un peu déplacés, surtout un prof dans une salle de classe. On espère que l'intention était de provoquer, on espère que l'intention était de commencer une discussion dans la classe, mais comment est-ce qu'on peut développer cette capacité d'une interprétation charitable? Pour commencer, je ne dis pas que c'est toujours possible de garder cette interprétation, mais avec ça, peut-être de dire, OK, la caricaturisation de ces propos, peut-être que c'est juste quelque chose que moi, je devrais sortir de mon cadre et peut-être voir est-ce qu'il y a une façon que je pourrais interpréter ça dans une façon charitable, dire c'est comme ça qu'il voulait s'exprimer, c'est comme ça qu'il voulait nous mener dans une discussion. Et ça pourrait aussi ouvrir une façon de donner du feedback au prof ou peut-être commencer une conversation, pas nécessairement en disant c'est injurieux, c'est regrettable, je me sens insulté par ça. Oui, tout ça c'est vrai, mais peut-être viser le thème qui a été discuté dans la salle de classe d'abord avant de parler de ses propres émotions. Donc, peut-être une suggestion à prendre. C'est intéressant. En fait, justement, ça m'amène un peu à la dernière question que je voulais vous poser. On constate qu'on a beaucoup d'enseignants, enseignantes, acteurs du milieu de l'éducation avec nous aujourd'hui. Si vous aviez à dire une seule chose ou à avoir un message un peu à transmettre ou des suggestions à ces personnes-là, est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire, des perspectives à leur partager? Vivek, tu veux commencer ou je commence? Je vous en prie. Merci. C'est peut-être un peu simpliste ce que je vais dire, mais je pense d'encourager la curiosité. D'encourager la curiosité autant chez les élèves que chez nos collègues et chez nous-mêmes aussi. Je pense que c'est fondamental parce qu'en fait, tant qu'on est curieux, à mon avis, on va rester dans une posture d'apprentissage et on va perpétuellement se remettre en question et toujours essayer de comprendre qu'il y a d'autres informations, il y a toujours plus à savoir, on ne peut jamais totalement maîtriser un sujet. Puis ça m'amène peut-être à une autre chose après l'humilité. On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs et on peut tous apprendre et se remettre en question. Alors, je pense que si on combine curiosité, humilité ensemble et jugement, faire preuve de jugement professionnel continuellement, je pense qu'on peut, en tant qu'enseignant, enseignante, on ne sera jamais parfait, mais on peut à tout le moins perpétuellement s'améliorer. Et c'est ça un peu que j'essaie aussi d'enseigner à mes élèves au quotidien. Si tu es curieux et si tu es humble ou si tu reconnais que tu n'es pas parfaite et que tu as toujours quelque chose à apprendre, mais tu vas évoluer. Puis la perfection, de toute manière, n'existe pas. Donc, on peut juste continuellement s'améliorer. On est condamné à pouvoir s'améliorer. Mais pour ça, je pense que si on est curieux, humble et qu'on valorise l'apprentissage dans nos vies, l'apprentissage, pas seulement, mais les rencontres aussi. Sortir de sa zone de confort. Parler avec des gens différents.
faire des choses différemment, apprendre de nouveaux sujets, etc. Je pense que de rechercher, d'être curieux et de rechercher cette diversité-là, en fait, ou ce pluralisme, comme disait Vivek aussi, en fait, nous amène à évoluer puis à se remettre en question autant en tant que personne, mais aussi en tant qu'enseignant dans nos pratiques. Et je pense que c'est super important parce que j'ai énormément de collègues qui ont des projets formidables avec les élèves. Et je pense justement la qualité de ces enseignants-là, c'est qu'ils se remettent perpétuellement en question et ils sont perpétuellement en posture, pas seulement d'enseignement, mais d'apprenant aussi. Puis je pense que si on est capable de cultiver collectivement cette posture-là, on peut tous apprendre, puis on peut tous valoriser cet apprentissage-là dans la société. Tu sais. Une société pas juste de professionnels, mais une société d'apprenants. Tu sais, même un premier ministre a encore beaucoup de choses à apprendre, à mon avis, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais je pense que plus on peut valoriser cette posture-là d'apprenant dans toute la société, plus on va être capable de prendre conscience de nos biais et d'évoluer personnellement et collectivement. Merci beaucoup. Vivek? Pour moi, je m'inspire beaucoup de l'écriture d'une chercheuse qui s'appelle Sarah Maddison, Maddison. Et Sarah a écrit quelque chose de très captivant. Elle décrivait des tensions dans les salles de classe, des tensions que les profs veulent amener pour profiter d'une discussion, pour refléter le pluralisme. Vous voyez là, c'est vraiment une obsession de notre part au Project Someone. Mais Sarah Maddison a écrit comment est-ce qu'on peut convertir l'antagonisme à un agonisme. Et la différence est assez claire. Right? Antagonism and agonism. Parce que avec l'antagonisme, c'est vraiment une posture de bataille, une posture de victoire et défaite. Avec l'agonisme, c'est beaucoup plus une question de réfléchir, d'accepter et respecter les perspectives des autres. Et la deuxième chose qu'elle dit, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas nécessairement traiter des personnes avec qui on est en désaccord comme des ennemis, mais plutôt des adversaires. Et encore là, cette différence est très, très importante. Et malheureusement, je trouve qu'on est beaucoup plus axé sur l'antagonisme et développer les distinctions où une personne ou des personnes ou un groupe avec qui on est en désaccord, c'est l'ennemi. Ça va nuire aux relations sociales et à l'humanisme qu'on devrait porter dans nos travaux. Voici la suggestion que j'ai. Je ne dis pas que je suis cette suggestion à tous les niveaux, mais c'est quelque chose que j'essaie de relire ça et de réfléchir sur ça le plus possible, surtout dans les moments difficiles, dans les discussions avec des collègues. Ben, c'est de super mots pour conclure cette discussion qui était vraiment passionnante. Je vous remercie profondément de votre générosité, de vos réflexions, de vos perspectives. C'était réellement très, très enrichissant. Je veux juste prendre l'occasion pour attirer votre attention donc, au public sur une action en ligne qu'entretient Amnesty. Donc, dans le cadre de notre campagne contre le racisme systémique, on a développé un outil pour envoyer un message au premier ministre Legault et au ministre responsable de la lutte au racisme, Benoît Charette, avec les 7 députés qui forment le groupe d'action sur le racisme. Le message demande au gouvernement de reconnaître officiellement le racisme systémique, on sait que c'est un enjeu, et d'élaborer une politique et un plan d'action de lutte au racisme systémique en consultation avec les communautés autochtones, noires et racisées. Donc, on a inscrit le lien de cette action dans le chat. Donc, on vous invite à l'utiliser pour passer à l'action. On vous invite également à consulter notre page de campagne sur le racisme systémique pour voir les autres ressources qui y sont. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là avec nous ce soir.
On vous invite encore une fois à passer à l'action avec nous pour continuer à lutter contre le racisme systémique. Merci de vos connaissances, de vos perspectives et merci à tous d'avoir participé. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup.